Bonjour à tous, bienvenue au festival B2B qui continue avec la série de 7 webinaires pour vous permettre de vous accompagner dans les transformations et les réflexions autour du marketing et communication B2B. Tous les experts de l'agence se mobilisent pour vous apporter des réponses et on va dès maintenant parler des nouveaux outils au sujet du parcours digital, du digital journey, donc pour améliorer l'expérience. Aujourd'hui, on veut en B2B aussi une expérience aussi agréable et aussi efficace qu'en B2B. Pourquoi et comment répondre à cette exigence? Nos experts vont nous apporter des réponses aujourd'hui. Iria, que vous voyez, et Vincent sont déjà avec nous pour faciliter la mise en relation, pour faciliter la compréhension de ce qui se fait, pour connaître vos cibles et toujours mieux personnaliser l'expérience. Bienvenue encore, je suis Laurent Olivier, donc un des directeurs associés de l'agence. Et donc, juste un mot pour vous présenter Arecy. Donc, on est l'agence au sein du groupe EPOCA en charge du B2B, avec cette vision que B2B, c'est brand to business, donc c'est accompagner la marque de ces enjeux marque, brand, pour aller faire du bon business, donc jusqu'à la génération de leads. Donc, le digital est au cœur, bien sûr, de nos dispositifs et on va répondre avec Iria et Vincent à cet problème numéro 1 qui est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 700 outils au service des actions marketing qui sont disponibles, hein, et donc bienvenue dans la jungle. Et donc, il va falloir qu'on trouve les bons outils et trouve des réponses à ces questions. On va commencer avec Vincent qui va nous éclairer un peu et nous donner un peu sa vision sur ces sujets des outils. À toi, Vincent, pour démarrer. Merci Laurent, bonjour à tous. C'est vrai que la première question qu'on peut se poser, c'est finalement comment est-ce que je construis un parcours cohérent? Comment est-ce que je construis un parcours digital? Et donc, la première réponse à ça, c'est il faut avant tout pouvoir connaître sa cible. Alors, pour connaître sa cible, pas de secret. Ceux qui connaissent la cible, ceux qui connaissent vos clients, ceux qui connaissent vos prospects le mieux, c'est vous. C'est vous et ce sont vos équipes. Donc, ce sont vos équipes de communication, vos équipes marketing, vos équipes de sales, vos équipes d'après-vente. Voilà, ce sont tous ces gens qui ont tous une information qui est juste, mais qui est partielle. Et donc, la première étape, ce qu'on fait avant tout, c'est qu'on réunit en fait tous ces gens-là autour d'une même table et on essaye de voir avec eux. C'est le petit exemple que vous avez là en haut, dans ces tableaux-là, en fait, quels sont les besoins de ma cible, quels sont les besoins de mes prospects, à quel niveau d'expertise est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ma marque ou pas. Alors ça, ce sont des exercices qu'on fait généralement tous autour d'une table. Maintenant, dans le contexte actuel, vous vous en doutez, on a trouvé d'autres solutions et donc on peut par exemple vous conseiller une solution comme Klaxoon qui vous permet en fait de manière interactive de gérer vos réunions et de faire participer tous les spectateurs de la réunion. Voilà, ça vous permettra en fait de récolter les avis de tout le monde pour construire en fait une connaissance globale sur toutes vos cibles. Et alors, maintenant que vous avez connu vos cibles, vous avez déjà écouté vos équipes, la deuxième étape, c'est d'écouter vos clients. Et donc là, c'est ce que vous avez, c'est une habitude qu'on a assez peu finalement en B2B et qu'on retrouve énormément dans le B2C. Donc, on peut tout à fait s'en inspirer. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un exemple de Deliveroo. Et en fait, c'est un sondage qui arrive directement dans votre boîte mail sur lequel vous pouvez réagir directement. Et en fait, depuis votre boîte mail, donner une note à Deliveroo. Et donc, cette petite enquête de satisfaction, elle est très instructive et elle est très instructive en B2C et elle est également en B2B également. Donc, c'est un réflexe qu'on peut tout à fait adopter. Et donc, d'ailleurs, on va essayer de créer cette interactivité avec tous ceux qui nous suivent là en direct. Donc, je vous invite à découvrir la zone de chat sur votre droite où posez-nous et posez aux experts de l'agence vos questions. On y répondra tout à la fin. On garde quelques minutes dédiées à cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et on les regroupera tout à la fin. Vincent, on continue avec deuxième outil pour améliorer son parcours digital. Comment aujourd'hui on peut faciliter la relation? Alors aujourd'hui, la première étape de cette relation
digital, c'est bien souvent la venue sur le site. Et donc, un premier outil qui permet de se démarquer et d'offrir une première interaction, d'apprendre à connaître, c'est le chatbot. Donc là, ce que vous avez là, c'est un premier exemple. Et en fait, on va passer tout de suite à la slide d'après. Voilà, vous avez trois grandes familles de chatbots. Le premier, c'est un chatbot conversationnel. C'est un chatbot qui va créer une conversation qui va vous permettre d'aller discuter directement avec les gens de la marque, qui va mettre directement en relation tous les visiteurs de votre site avec vos équipes. On a des solutions comme Zendesk qui permettent d'offrir une interface très légère et qui permettent de prendre contact comme ça très facilement. Alors, pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tout le temps quelqu'un qui soit au garde à vous, prêt à répondre aux questions que peuvent se poser les internautes un samedi à 1h du matin. Vous avez aussi la possibilité en fait, de renvoyer un message personnalisé en disant « on revient très vite vers vous ». Ça, c'est pour la première famille de chatbots qu'on va appeler conversationnel. La deuxième famille de chatbots, c'est ce que vous avez là avec GoBot sur l'encart du milieu, c'est en fait une aide à la navigation. Donc, on va construire une architecture, on va construire en fait un petit scénario dans ce chatbot dans lequel on va proposer plusieurs options pour aller aider à la navigation. Finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous avez envie de voir notre partie carrière? Est-ce que vous préférez voir nos projets, nos modules, nos engagements? Et donc, c'est ce que vous avez là. Vous avez plusieurs choix qui vont vous amener directement sur les pages. On est sur quelque chose qui est très simple, qui est très facile à installer, et ça marche très très bien. Et la troisième famille de chatbots que vous avez à droite, ce sont les chatbots un petit peu plus avancés. Là, on est sur un niveau un petit peu au-dessus, où il va y avoir toute une personnalisation possible. On va pouvoir détecter en fonction de votre IP, en fonction de ce que vous avez déjà vu sur le site, et on va pouvoir vous proposer des réponses personnalisées. Vous avez déjà vu telle page, est-ce que vous avez bien pensé à consulter telle autre, etc. Donc, avec ces outils, on facilite la relation, hein, faire en sorte que l'internaute rentre en relation avec la marque. Troisièmement, comment on va faire pour personnaliser cette relation pour qu'elle soit le plus individualisée? Alors, voilà, super, merci. En fait, maintenant que vous avez acquis tout un tas de données sur les clients, sur les prospects, que vous savez comment leur parler, il ne faut pas oublier que vous parlez avant tout à des individus. Ce sont des professionnels, ce sont vos cibles, ce sont vos clients, ce sont vos prospects, mais ce sont avant tout des individus. Donc, qu'est-ce qui marche très bien? C'est de personnaliser votre communication. Alors là, on a identifié trois leviers assez faciles pour personnaliser cette communication. Le premier que vous avez au-dessus, c'est de la personnalisation de mail. Et donc, c'est un mail qui est en fait une structure générique qui va être ensuite personnalisée. Donc là, vous l'avez là, c'est une petite variable qui s'appelle first name. Et donc, c'est ça qui vous permet d'avoir votre nom à l'ouverture du mail et qui vous permet d'avoir ici votre nom sur le gobelet de café qu'on vous offre. Ça, c'est une première possibilité, c'est d'aller personnaliser sa communication par mail. La deuxième possibilité, c'est ce que vous voyez dans l'encart de droite, c'est d'aller personnaliser l'expérience sur le site. Donc là, c'est un exemple de Valeo où, en fait, avec un petit module de sélection de profil, vous allez voir que la navigation que vous faites sur la page d'accueil du site n'est pas du tout la même. Selon le profil que vous avez renseigné en arrivant sur le site, on ne vous propose pas du tout les mêmes rubriques, ni la même navigation, ni les mêmes informations qui sont mises en avant. Et la troisième possibilité, c'est un cas qu'on a mis en place avec un client à nous, qui s'appelle la Fondation de la Haute Horlogerie. Ce sont donc des gens qui vendent des montres d'horloger de prestige. Donc là, on a mis en place avec eux un quiz qui permettait de récolter de l'information sur tous les visiteurs et sur tous les internautes qui voulaient participer à ce quiz, pour après leur faire des recommandations personnalisées sur le type de montre qui pouvait s'accorder à leur personnalité. C'est un quiz qui a extrêmement bien fonctionné. On a eu plus de 15 000 participants avec un taux de complétion de plus de 90%. Voilà, donc là, vous avez vraiment trois manières de faire, soit en proposant une petite expérience, soit sur le site, soit directement en l'appliquant à toutes vos communications mail. Alors, ce qui est important aussi, au-delà des technos, c'est d'adopter le bon ton. Oui, absolument. Et donc là, vous avez deux exemples de tons très différents qui sont utilisés dans une communication mail. À droite, vous avez une communication assez classique, très brandée, très marquée à l'image de stratégie. Donc, vous avez un mail avec la possibilité d'aller télécharger le dossier. Et à gauche, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus conversationnel. Finalement, ce mail-là, j'aurais pu vous l'envoyer, vous auriez pu nous l'envoyer. C'est un mail qui, sous l'exemple de la conversation, va dire finalement exactement les mêmes informations. Mais il y en a un où vous identifiez tout de suite que
que ça vient d'une marque et d'autres où vous identifiez tout de suite que ça vient d'un individu. Donc, vous avez deux tons, vraiment deux approches très différentes sur cette communication mail. Donc, effectivement, ce qui va être important, donc, c'est d'avoir les bons outils, d'avoir le bon ton. Ben, l'idée, c'est vraiment de créer cet effet de surprise qui va faire que l'on va faciliter la mise en relation entre la marque et la personne que l'on cible. Et donc, Iria, comment on doit s'y prendre et quels sont aujourd'hui les outils qui vont aussi participer à cet effet de surprise? Alors, merci Laurent, bonjour à tous. L'effet de surprise, c'est super important, même quand on est en B2B, parce que c'est la surprise, l'émotion que génère la surprise qui va aider mécaniquement, cérébralement, à mémoriser votre marque et à mémoriser cette expérience un peu agréable. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement important. Évidemment, dans l'effet de surprise, on peut faire des grandes choses et on peut faire aussi des toutes petites choses qui changent quand même énormément. On parle de site. Quand on parle de site, on dit « Oh, je vais refaire mon site vitrine ». Et le site vitrine, souvent, ça ressemble à l'image de gauche. Hein. Donc, on display, on affiche un certain nombre d'informations. Rappelez-vous la différence de votre propre émotion entre un site vitrine d'un magasin lambda et les vitrines de Noël dans les grands magasins. Eh bien, c'est un peu ça qu'on essaie de reproduire dans les sites. Alors, non pas pour avoir pléthore d'animations, mais néanmoins pour créer des petites émotions. Et donc, c'est ça qui va changer le rapport au site. Pourquoi changer le rapport au site? Aujourd'hui, on a 1,7 milliard sites en ligne dans le monde entier. Ça vous donne une idée de à quel point chacun des nôtres est totalement perdu là-dedans. Et je vous ai mis en parallèle ici deux sites, celui de SAP, très noir avec les grandes photos, avec une volonté de réhumaniser, et puis celui à gauche, très gris et vert, qui est en l'occurrence celui de Valeo, le site français, qui est pas très sexy, mais qui est allé chercher des petits ressorts, comme celui d'une popping ici que vous voyez encadrée de noir, dans laquelle il y a une toute petite animation qui a deux avantages. D'abord, c'est une micro-animation, et donc ça attire l'attention. Quand on passe la souris, ça devient vert, ok. Et puis, vous voyez ce petit afficher le numéro. Je pense que vous avez tous tiré la conclusion de ça. C'est un élément qui va nous permettre d'identifier le nombre de personnes qui auront cherché à avoir le numéro. Donc, à la fois, c'est la micro-animation, la micro-interaction, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont vu qui ont suivi le webinaire de ce matin de Bastien. Et en même temps, c'est un élément de mesure de la performance et de mesure de l'avancée dans le funnel de conversion de la cible qui va cliquer ou pas sur cet item afficher le numéro. Voilà. Moi aussi, je vais vous faire vivre une petite expérience pour illustrer une autre capacité des mini-interventions. Donc, ma petite expérience. Voilà, on va faire un petit switch, effectivement, et je trouve cette interpellation, mini-interaction maxi-effet, effectivement, une très bonne image. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous montrer? Alors, exactement. Merci, Laurent. Donc, voilà, sur une page blanche, une très petite interaction. C'est au clic sur un bouton sur lequel il est indiqué « Submit ». Et vous voyez que, évidemment, c'est rigolo, c'est un peu entêtant et c'est un peu hypnotisant en même temps, mais surtout, c'est signifiant. C'est-à-dire que ma petite interaction qui va attirer mon attention, elle me sert aussi, moi, internaute, à comprendre que mon formulaire a bien été soumis, a bien été enregistré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand l'interaction attire l'attention et qu'en plus, elle fait dire à l'internaute « Ah ouais, c'est super malin ». Ça m'aide à avancer. Si je mets en parallèle avec une autre petite interaction ici à droite, qui est mignonne comme tout, hein, mais qui tape vite sur le système parce qu'elle dit juste « je veux attirer votre attention » et elle ne met pas utile à moi internaute, ben, vous voyez la supériorité des interactions qui sont utiles à la navigation et qui aident l'internaute. Voilà, c'est la petite démonstration. Faites des petites interactions sur vos sites, c'est super. Mais n'oubliez pas de faire qu'elle ne soit pas là pour rien.
parce que sans quoi ça va lasser l'internaute et l'agacer, purement et simplement. Donc, effectivement, les mini-interactions sont les maxi-effets. Et donc, ce qui va être aussi important, c'est de donner aux équipes marketing des outils qui leur permettent de mieux comprendre et donc, en comprenant mieux, en général, de prendre des meilleures décisions. Donc, c'est ce point numéro 5 qu'on voulait aborder parmi les outils importants pour bien comprendre les actions et améliorer donc ce digital journey. Exactement. Alors, quand on parle de dashboard, de tableau de pilotage, c'est un peu comme la Martech que tu as montré tout à l'heure, hein, le tableau avec les 7000 solutions techno. On est toujours un peu paumé et nos clients, la plupart du temps, quand on évoque ça, ils disent ça c'est super, dans mes rêves, j'adorerais avoir un grand tableau qui me dise où je suis efficace et où je suis pas, mais en fait, j'ai aucune donnée pour. Eh bien, le j'ai aucune donnée pour, souvent, c'est faux. La seule chose sur laquelle il faut qu'on fasse le deuil, c'est de tout avoir tout de suite. Et en fait, ici, on vous a, pas pour vous faire peur, hein, mais on vous a montré globalement une version assez complète du funnel de conversion, même complète, hein, qui va du volume des cibles en haut jusqu'au nombre et volume de vente en bas, en passant par les différentes étapes de lead froid, lead chaud, lead accepté par le commercial, hein, sales accepted leads, les rendez-vous, les opportunités. Évidemment que vous n'avez certainement, ou peut-être l'un ou l'autre d'entre vous, hein, s'il est là, qu'il se dénonce tout de suite, mais certainement que vous n'avez pas toutes ces données. Eh bien, la solution, c'est de commencer, c'est de faire un début de dashboard, faire quel que soit l'outil, l'instrumentation qu'on utilise, mais de commencer à analyser les choses et de commencer à les poser de façon à ce que on ait déjà un minimum d'indicateurs. Je pense que vous connaissez tous Saint-Exupéry, son tableau de bord quand il montait en avion était certainement pas le même que celui d'un avion d'aujourd'hui. Et pourtant, il naviguait avec ce qu'il avait. Et petit à petit, on a rajouté des indicateurs dans les tableaux de bord. Là, c'est pareil. Soyez volontaires et en même temps, acceptez l'idée que là, la perfection, elle n'existe pas, pour être simple. Et en même temps, vous avez aujourd'hui, je vous disais, vous avez d'ores et déjà de la donnée. Nous, on est assez surpris à l'agence par le nombre de prospects, par exemple, qui, évidemment, ont installé un Google Analytics, hein, ou leur prestat a installé un Google Analytics, mais ils n'en font rien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dedans. Alors, c'est compliqué, c'est pas super sexy. Parfois, même la navigation même à l'intérieur est un peu complexe. Mais voilà un instrument où, si vous n'y allez pas, moi, je vous recommande d'obliger vos agences à y aller et à vous en faire une lecture commentée, parce que c'est déjà une énorme source d'informations. De la même façon, Hotjar, qui est souvent dans les applis mises sur vos sites, dans les petites applettes qui sont posées sur vos sites et que peu de gens utilisent. Hotjar, c'est une solution qui permet de visualiser le nombre de visiteurs entre le haut et le bas de la page, pour caricaturer. Ça permet plein d'autres choses, mais au moins vous voyez à quel point les taux de visualisation des différents niveaux de votre page se dégradent si votre page est trop longue, par exemple, ou s'il y a un moment, il y a un contenu qui est pas très clair et qui fait que la personne abandonne le scrolling à cet endroit-là, soit pour partir, soit pour aller sur une autre page. Voilà, il y a déjà tout un tas d'éléments que vous avez entre les mains. Encore une fois, si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est évidemment recevable. Demandez à vos agences de le faire. Il en est de même pour le marketing automation et pour le CRM. Ces deux instrumentations-là ont un scoring propre et des dashboards de performance. On peut montrer peut-être un exemple autour des dashboards et comment on travaille sur le Google Analytics? Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est très à notre avantage, Laurent, hein, mais j'ai l'habitude de dire qu'on est aussi fort en InDesign, Photoshop et Illustrator qu'en Excel et Google Data Studio. La preuve en est là, c'est qu'effectivement, pour nous garantir la performance continuelle de ce qu'on fait pour nos clients,
on s'est imposé nous-mêmes d'avoir des dashboards et puis petit à petit, l'appétit chez nos clients va grandissant dans le domaine. Et donc aujourd'hui, tu vois, on voit ici deux typologies, une extrêmement complexe à droite avec un multicanal assez costaud et puis des choses plus simples dans l'exemple de gauche. Sixième outil pour aller plus loin dans son digital journey, hein, donc pour faire en sorte que la personne de lecteur devienne vraiment engagée. Donc, sixième idée, hein, c'est d'aller jusqu'à la proposition de demande de devis et de l'intégrer directement sur le site web. Et justement, ça, vous pensez que, compte tenu du contexte actuel, c'est encore plus pertinent? Iria. Exactement. Oui, exactement. Alors évidemment, on peut signer dès demain matin une licence pour une plateforme de e-commerce B2B. Hein. Le e-commerce B2B, nous, on y travaille déjà depuis pas mal de temps et c'est vraiment un élément qui est en pleine croissance, mais c'est un minimum de 200 000 € d'investissement. Et là, aujourd'hui, vu le contexte actuel, on n'en est pas forcément à se poser la question de signer dès demain matin, même s'il faut le garder à l'esprit, et je pense de plus en plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté chez nos clients? On a constaté que souvent, les commerciaux se replient de façon assez, déterminée, résolue, sur les clients et les prospects à fort potentiel de chiffre. Logique. Situation de crise, concentration sur les plus gros potentiels de revenus. Ce qui laisse souvent toute cette manne déjà habituellement assez mal suivie parce que c'est une manne très volumineuse que sont les PME et les TPE. Eh bien, c'est une cible tout à fait idéale pour faire, non pas à ce stade un module complet de e-commerce, mais pour aller jusqu'à la demande de devis. Et ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une agence qui connaisse le job et il faut un WordPress. C'est simplement là la stack Martech est déjà totalement en place. Il n'y a besoin d'aucune autre innovation. Et donc, je vous ai mis quelques zooms ici sur un petit parcours assez simple pour la PAV qui a évidemment un gros volume de cibles TPE, PME, commerçants, profession libérale, etc. Ou petit entrepreneuriat de travaux publics, par exemple. Et donc, à partir d'un moteur de recherche multicritères, on amène les cibles sur une page de résultats. Dans le résultat, on sélectionne, totalement comme le e-commerce, on sélectionne le produit qu'on veut commander, pour lequel on a de l'intérêt. Et évidemment, c'est pas toujours tous les produits et tous les services ne sont pas commandables en ligne à proprement parler. Et donc, ça génère un ajouté au panier qui va ajouter des items dans une demande de devis qui va se faire automatiquement, évidemment, en back-office et qui va être envoyé à l'équipe qui, chez vous, est chargée de traiter les demandes de devis ou les commerciaux qui sont en charge de ça. Et donc, c'est vraiment hyper simple et hyper rapide à mettre en place. Il suffit d'avoir le flux simplement de la gestion d'élaboration de devis. Pas besoin de changer sa logistique, enfin de faire des changements qui sont parfois plus profonds quand il s'agit de e-commerce. Et donc, ça peut se mettre en place très vite et permettre à vos commerciaux, dans la situation actuelle un peu confuse et compliquée, de cibler vraiment, de traiter ces cibles-là, PME et TPE, qui sont aussi les cibles les plus à même de calquer leurs habitudes B2B sur leur expérience B2C, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, d'aller au e-commerce, entre guillemets, ils le font déjà avec Amazon, avec des tas de sites de e-commerce, soit B2B définis, soit d'aller consommer sur du B2C. Merci Vincent, merci Iria pour ces 6 tips, je dirais, pour faire avancer son digital vers plus d'engagement. Et on peut peut-être répondre à des questions. Et merci de vos questions, posez-les dans le chat. Et on va tout de suite répondre à la question de Peyo Mela, qui est justement
au sujet de l'engagement e-commerce et qui nous dit oui, mais est-ce que les cibles TPE, PME sont-elles réellement solvables? Donc, est-ce que justement ces sites web, si on y met jusqu'à la dernière brique, qui est même le paiement en ligne, on peut se dire qu'on se prémunit de prestations faites mais pas payées. Iria, quel est ton avis? Oui, exactement. Deux réponses à ça, Peyo. La première, c'est que effectivement, le process qui ne va que jusqu'à la demande de devis, bien, logiquement, dans vos process déjà installés, on n'envoie pas, on ne commande peut-être pas, selon les niveaux d'achat que ça représente, on n'envoie pas dès qu'il y a une demande de devis. Il y a éventuellement un paiement partiel en acompte, etc., etc., un traitement avec un appel sortant de vos équipes Inside Sales ou autres, qui va garantir cet aspect-là. Ça ne change rien et c'est tout l'intérêt d'aller jusqu'à la demande de devis, c'est qu'ensuite il y a un process de vérification qui est propre au niveau d'engagement, au niveau budgétaire de ce que vous vendez. Et puis effectivement, en poussant ce qui est aussi une brique, on n'a pas voulu l'évoquer ici parce que ça a des ramifications, mais on peut aussi pousser jusqu'à l'achat en ligne avec du paiement par carte bleue, là encore très habituel chez les TPE et les PME. On est 100% garanti contre les effets de non-solvabilité. Merci Iria. Et j'ai une autre question qui reprend un peu dans les premiers tips que vous nous aviez donnés, notamment autour de l'automatisation de messages. Effectivement, est-ce que l'on peut mettre en place une mécanique qui est de NPS pour essayer de remonter donc ce score? Est-ce qu'on peut aussi l'installer d'une manière un peu pérenne et automatisée dans la relation de contact? Oui, l'automatisation, c'est un sujet extrêmement vaste, c'est un potentiel extrêmement vaste. Ce qu'il faut au départ, c'est avoir une base de données et avoir un trigger, c'est-à-dire avoir une information captable, captée, déclencheuse. Donc, à partir de là, tu peux absolument automatiser sur un scénario qui est à inventer n'importe quel continuum de messages. Merci. C'était une question de Élie Lieberman que je remercie. Il y a aussi une question de Frédéric Collin qui veut en savoir plus un peu sur les modules d'automatisation, de reconnaissance. Est-ce qu'on peut répondre maintenant ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fera plus tard individuellement? Oui, c'est peut-être un petit peu plus long que simplement d'en dire quelques mots. Et je propose qu'on puisse Merci à Frédéric de sa question. Il y avait aussi Emmanuel qui nous demandait si effectivement les micro-interactions qui étaient très intéressantes, néanmoins respectaient un peu les critères d'accessibilité en termes de taille, de boutons ou de lisibilité. Est-ce que c'est un frein, la recherche d'accessibilité permanente à ces micro-interactions, ou est-ce qu'il faut trouver un équilibre? C'est toujours une question d'équilibre avec une prise en compte effectivement aussi de l'aspect device, de l'aspect mobile et de l'aspect manipulable. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que in fine, la seule vraie règle à laquelle on doit s'astreindre, c'est de faire en sorte que ce soit une source de moments agréables et pas désagréables pour l'internaute. Et évidemment, si on prend le concept d'accessibilité au sens large, c'est-à-dire visiteurs handicapés, à faible vue, etc., là, oui, on voit bien que c'est pas sans limite, mais on avance au plus grand nombre, en tout cas, et en prenant en compte cette notion de mobilité. Merci Iria Marquez et merci Vincent Orion. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe Digital Journey au sein de l'agence Areci. Je vous invite aussi à tous retrouver l'ensemble des capsules de ce festival B2B et de continuer à profiter de ces contenus de nos experts. Et puis on va terminer avec une vidéo qui va vous présenter nos meilleures réalisations de cette année 2020. À très vite. Merci.